Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des conséquences matérielles très prégnantes pour tout un chacun de certaines théories émanant du monde anglo-saxon que les médias ont transformées en vérités révélées et qui sont également relayées par les gouvernements des pays occidentaux. La puissance de suggestion de tous ces messages extrémistes émanant des pays anglophones et amplifiés par les techniques de communication de ces mêmes pays explique l'ampleur de leur diffusion au sein de nos sociétés. Il est cependant rare de trouver de vrais scientifiques partageant des positions extrémistes. On en trouve cependant dans le camp des alarmistes radicaux. C'est le cas, par exemple, du physicien états-unien James Hansen, qui fut le premier à tenir des propos apocalyptiques concernant l'évolution du climat. Appelé comme expert devant une commission chargée de statuer sur la construction d'une centrale électrique à charbon dans l'État de l'Iowa, il compara les convois ferroviaires de houille au train de la mort sillonnant l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ce genre d'illuminé déclencha une paranoïa qui s'est propagée à peu près partout et qui ne fut même pas écornée par le Climate Gate, en analogie à l'affaire du Watergate qui aboutit à la démission de Richard Nixon autrefois. Le Climate Gate est un scandale nommé ainsi par les journalistes qui émergea en novembre 2009. Suite à la divulgation de messages confidentiels, de fichiers de données et de programmes de traitement de ces données, et dont l'analyse prouvait qu'il y avait eu manipulation des données et fraude scientifique de la part de deux laboratoires britanniques, le Hadley Center et le East Anglia Climatic Research Unit, deux pièces majeures du GIEC. Cela évoque irrésistiblement la panique déclenchée de manière totalement artificielle par les monopoles états-uniens de l'informatique avant le passage à l'an 2000 et que l'on a appelé Y2K dans le monde anglophone. Cela concernait le codage informatique de la composante année des dates calendaires dans les programmes de gestion essentiellement. C'est ainsi que l'on put lire et entendre que le passage du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 rendrait caduques tous les logiciels informatiques partout sur la planète. Nous avons donc eu droit en 1999 à une année entière de débats sur des scénarios d'apocalypse, y compris un monde où les avions tomberaient du ciel et où les banques enregistreraient la valeur de nos comptes de dépôt comme étant nulle. Cette panique entraîna des surcroîts pour les exploitations informatiques qui furent estimés à 300 milliards de dollars pour corriger un problème qui n'existait pas dans les systèmes utilisés en 1999. Les 300 milliards de dollars furent récupérés essentiellement par des cabinets de consultants en informatique pour corriger un problème qui n'existait pas. De l'argent donc facilement gagné pour les anglo-saxons qui, bien sûr, se taillèrent la part du lion des bénéfices de l'arnaque à grande échelle qui fut ainsi mise en place. Dans une vidéo précédente, j'ai évoqué les programmes d'information américains qui ont repris, traduit ou diffusé sur les télévisions du monde entier et dont le but est d'influencer les attitudes publiques des autres nations. Ils agissent directement ou indirectement. Comme l'a bien montré Jean-Michel Valentin dans son livre intitulé « Hollywood, le Pentagone et Washington », la production cinématographique, les courts-métrages, les séries et feuilletons télévisés, et même les documentaires censés être objectifs, ont une importante fonction d'information et de formatage des esprits sur la scène intérieure des États-Unis, mais aussi et surtout à l'exportation. Il est particulièrement important pour le monde extérieur d'identifier les États-Unis comme une nation forte, démocratique, dynamique, loin devant les autres par ses prouesses techniques, scientifiques et aussi militaires.
Il faut convaincre le monde extérieur que seuls les États-Unis sont qualifiés pour prendre la direction de la plupart des organisations internationales ou mondiales. C'est ainsi que, dans le cinéma, mais aussi ailleurs, le substrat réel de l'information est souvent complété par le rêve éveillé, qui s'y mêle dans un enchevêtrement tel que la fiction est souvent prise pour la réalité. Même des scientifiques sont souvent bluffés. C'est ainsi que des scientifiques européens de renom en arrivent à craindre les recherches états-uniennes sur les trous noirs, qui, en pouvant aboutir à la création artificielle de trous noirs, pourraient accidentellement aboutir à la destruction de l'univers connu. Des membres du Parlement européen ont publiquement mis en garde les instances de l'UE au sujet des conséquences imaginées du projet de recherche HAARP, H-A-A-R-P, allant jusqu'à prétendre que les États-Unis étaient capables de façonner le climat, de déclencher des tremblements de terre et qu'ils étaient sur le point de créer l'arme absolue. Beaucoup plus près des sources d'information du citoyen moyen, les prétentions de la recherche génomique et des nanotechnologies sont plus proches de la science-fiction que d'une réalité scientifique palpable. Le film « Il faut sauver le soldat Ryan », par exemple, constitue une excellente illustration de ce principe. Pourtant, ce sont ces images qui représentent des distorsions considérables par rapport à la réalité qui sont prises en compte, et en premier chef, par la fraction de la société que l'on pourrait qualifier d'élite, souvent d'ailleurs autoproclamée comme telle. De telles prétentions, qui défient pourtant le bon sens commun et scientifique, montrent à quel point ces élites ont été conditionnées pour accepter les élucubrations états-uniennes les plus farfelues, d'autant que la qualité de leur formation s'est fortement dégradée dans tout le monde occidental par des exigences bien inférieures à ce qu'avait connu la génération de ceux qui les précédaient. Le résultat ? Perte de sens critique, inaptitude à raisonner à partir de données techniques, crédulité accrue dans le sens de la propagande ambiante. À la réalité s'est substituée une réalité virtuelle, médiatisée par les États-Unis et dont l'effet est d'inférioriser et d'infantiliser les autres peuples en rehaussant les sciences et techniques états-uniennes à un niveau magique, qu'il est à jamais impossible d'égaler. Jamais auparavant, les États-Unis n'avaient réussi à nous faire avaler des couleuvres aussi grosses que celles que j'ai décrites dans la vidéo précédente, et aussi au début de cette vidéo numéro 14. On se souvient de l'affaire de la fusion très froide, si j'ose dire, annoncée en 1999 par les chimistes Stanley Pons et Martin Fleischmann de l'Université de l'Utah, et qui déclarait que le processus de fusion contrôlée était enfin maîtrisé et assurerait définitivement tous les besoins en énergie de la planète. J'ai mentionné ce cas précédemment qui n'aurait jamais eu un tel retentissement auprès des physiciens du monde entier si l'annonce n'était pas venue des États-Unis. Au tout début des années 70, il en fut de même pour l'eau polymérisée, bien que l'étude d'origine fût russe, mais dont la diffusion fut assurée par les Américains qui s'engouffrèrent massivement dans ce domaine de recherche pour faire croire que l'eau pouvait non seulement se polymériser, mais induire également la polymérisation de toutes les molécules d'eau présentes sur Terre si elles étaient mises en contact avec un échantillon d'eau prétendument polymérisée, produite en laboratoire. Conséquence ? De l'eau polymérisée impropre à la vie sur Terre et un changement complet du climat, puisque l'eau polymérisée voyait son point d'ébullition augmenter de 50 degrés Celsius par rapport à l'eau ordinaire. Ces annonces eurent cependant peu de retentissement dans les populations et dans les médias qui n'y prêtèrent aucun crédit avant qu'elles ne soient scientifiquement invalidées. Cependant, en 1996, dans le but de relancer l'intérêt du public pour les missions martiennes de la NASA, Daniel Goldin, le patron de la NASA, fit à nouveau de la pseudoscience en annonçant, le 7 août 1996, une découverte sensationnelle qui laissait penser qu'une forme de vie primitive
avait pu exister sur Mars il y a plus de 3 milliards d'années. Daniel Goldin exhiba un caillou noirâtre, pas plus gros qu'un melon, une météorite découverte sur les glaces de l'Antarctique en 1984. Goldin expliqua que ALH 84001, c'était le nom donné au caillou, s'était formé il y a 4,5 milliards d'années dans des laves martiennes et contenait des molécules organiques, des globules carbonés microscopiques, peut-être produits par des bactéries 100 à 1000 fois plus petites que leurs cousines terriennes. Un article sur le caillou fut publié dans la prestigieuse revue américaine Science d'août 1996 et attira aussitôt des critiques acerbes. Il n'existait aucune preuve pour affirmer quoi que ce soit, et encore moins pour affirmer que l'origine du caillou était martienne. Pourtant, en dépit de cette annonce complètement farfelue, la réputation de la NASA ne s'en trouva nullement affectée. Preuve de plus que la saturation de l'espace médiatique par les États-Unis, en positif comme en négatif, ne fait que polariser les peuples en faveur des nouvelles américaines, en excluant de facto tous ceux qui pourraient opposer une influence concurrente. Voilà pourquoi il est important maintenant que je m'attaque à un autre volet qui est le cinéma américain qui a assis sa présence partout dans le monde à une époque où l'invasion linguistique et culturelle états-unienne n'existait pas encore. À ce titre, il est important de reprendre le témoignage d'un cinéaste européen qui a vécu les époques charnières qui ont permis la pénétration de ce cinéma et de comprendre les buts recherchés par les grandes firmes cinématographiques américaines par rapport au marché étranger. Ce cinéaste est Claude Autant-Lara. Né en 1901 et mort en 2000, il a traversé les étapes les plus importantes de l'évolution des techniques cinématographiques et il a été aussi au cœur des studios américains dont les responsables ne se gênaient pas pour afficher leur but au-delà de toute considération pécuniaire. Il a consigné ses observations et ses réflexions dans un livre intitulé « Euro-Paramount », publié en 1992. Autant-Lara ne fut pas seulement le réalisateur de 38 longs métrages dont beaucoup furent célèbres, il fut aussi le pionnier du doublage, une nouvelle technique qu'il mit en œuvre pour la première fois pour le plus grand état-major d'Hollywood, celui de la MGM. Ayant fait ses études secondaires à Londres et vivant par la suite aux États-Unis, parlant couramment anglais, il fut en contact avec les plus grands pontes du cinéma américain qui, dès la fin des années 20, avec un mépris souverain, se proposaient d'occuper la part du lion des salles de projection européennes. Comme il le rapporte dans son livre, il consacra 2 ans de sa vie à combattre les funestes accords Bloom-Burns et fut l'artisan principal de leur amodiation qui définissait une limite de leur application dans le temps. Élu au Parlement européen et à nouveau sous la loupe médiatique en 1989, continuant à défendre farouchement l'Europe contre l'envahissement culturel américain, il fut très rapidement mis sur la liste noire de ceux dont les propos étaient jugés politiquement incorrects, ce qui n'est guère étonnant quand on sait que l'Union européenne n'est que la façade civile de l'OTAN qui, elle, en constitue sa façade militaire. Ses adversaires obtinrent rapidement sa démission ainsi que sa radiation du poste de vice-président à vie de l'Académie des Beaux-Arts. Mais laissons-le parler. Il préparait ce qu'il désignait ouvertement, sans la moindre vergogne, cyniquement, l'invasion américaine à venir, irrésistible dans l'Europe et même dans le monde, de par et à l'aide de leur cinéma. Il se méfiait aussi peu de moi que si j'avais été l'un des leurs ou un chien. Il parlait donc très librement devant moi de leur projet d'établir les fondations de cette invasion à l'aide du cinéma en avant-coureur. Le plan était de populariser l'American Way of Life,
l'American Way of Thinking suivrait et son aboutissement normal devait être la mise en place de leur hégémonie. À cet effet, les sociétés américaines importaient des réalisateurs étrangers pour leur faire diriger des versions directes, allemandes, espagnoles, françaises, de leurs films. Je fus l'un de ceux-là, réalisateurs importés. Nous avions à retourner ces films américains dans leur studio à Hollywood. Les responsables de ces sociétés doutaient néanmoins de l'accueil que les Européens feraient à ces films, et plus particulièrement de celui des Français. Ils disaient qu'ils seraient sans doute obligés de les violer pour arriver à leur fin. De vous à moi, ces insolents grossiums n'employaient pas le mot « violer », mais un vocable plus pénétrant et particulièrement douloureux. Toutefois, ces films, entièrement retournés, coûtaient des fortunes aux sociétés qui les produisaient. Je fus chargé, pour la première fois au monde, de mettre en œuvre une technique nouvelle, inventée par un chef monteur allemand, Jacob Lucas, pour synchroniser une nouvelle piste son avec les images. Le passage à ce qu'il est communément convenu d'appeler le doublage fut une réussite totale et permit à Clark Gable de faire croire à un Serbe qu'il était serbe, comme il lui permit de faire croire à un Allemand qu'il était allemand. On me demanda donc de continuer et je fus promu Head of French Dubbing Department. On tripla mon salaire. En dépit de ces perspectives alléchantes, je déclinai l'offre et je m'évadai prestement de ce pays. J'appréhendais l'impact redoutable de cette nouvelle technique, la commotion qu'elle provoquerait chez les élites françaises et l'effet dévastateur qu'elle pourrait avoir tant sur le public que sur le peuple, et surtout sur toute notre culture en général. Bien involontairement, j'ai été l'un des principaux artisans de l'effroyable invasion qui s'en est suivie, invasion sans colons. Cette hégémonie culturelle est un avant-coureur certain de toutes les autres hégémonies économiques, sociales et bien sûr politiques. Ce passage du livre d'Autant Lara est en fait un extrait d'un de ses discours, en l'occurrence le discours d'ouverture du Parlement européen à Strasbourg le 24 juillet 1989. Témoin direct de son époque et de la menace culturelle états-unienne, son discours déclencha pourtant l'ire des députés qui quittèrent presque tous l'hémicycle en signe de protestation. Cependant, comment douter de ces propos quand on ne peut en aucun cas douter du refus constant et systématique de la part des États-Unis d'accepter des films doublés, interdits quelle que soit leur provenance. On ne pouvait douter des quotas ridiculement faibles, maximum 4%, imposés aux films étrangers, au moment où les producteurs états-uniens s'indignaient de la demande française restreignant à 40% à partir de 1992 le pourcentage des œuvres non européennes à la radio, au cinéma et à la télévision, alors que 55% de la programmation télévisée française était d'origine américaine, au moment où Autant Lara fit son discours d'ouverture au Parlement européen. On ne peut non plus douter du fait qu'au plus sombre jour de l'occupation nazie de la France, qu'elle n'a jamais été forcée d'accepter 40% des missions de l'envahisseur nazi, qui d'ailleurs aurait pu facilement s'arroger le droit de les imposer, alors que un peu plus tard, les États-Unis useront du chantage pour imposer l'accord Bloom-Burns à la France, accord qui définissait un quota minimum pour l'importation de leurs films en France. À moins d'être incroyablement naïf ou inconscient, on ne peut pas là ne pas reconnaître l'évidence de la continuité d'exécution du plan dont je parle ici. Nous voyons ici que la langue de doublage est utilisée pour faire passer un ersatz visant à déborder sur les cultures des autres et les remplacer à terme par une saturation progressive,
tandis que le maintien des versions originales permet aux États-Unis de demeurer dans un superbe isolement par rapport au reste du monde dans le domaine du spectacle. Il ne s'agit pas d'une recherche d'enrichissement culturel réciproque, mais d'une recherche d'influence dans le cadre d'une politique de souveraineté absolue et de la mise en place d'une hégémonie sans partage. Comme le confirment Émeric Choprade et François Asselineau, il semblerait que dans le monde, seul le projet actuel d'Union européenne aille totalement à contresens de l'histoire, en déniant toute souveraineté, en ignorant les cultures et les langues, en niant systématiquement l'évidence des desseins et des mécanismes hégémoniques qui se mettent en place sous nos yeux. On ne sera donc nullement étonné d'apprendre que les archives gouvernementales états-uniennes datant de l'après-guerre et qui ont été rendues publiques au début des années 2000 ont révélé que les soi-disant fondateurs de l'Europe, tels que Robert Schuman et Paul-Henri Spaak, furent originellement financés et dirigés par la CIA. Quant à Jean Monnet, il se vit proposer de l'argent par la fondation Ford, mais déclina cette offre. Cependant, grand admirateur des anglo-saxons, instigateur du projet d'union franco-anglaise en 1940, il est clair que Monnet, avec son comité d'action pour les États-Unis d'Europe, a été au minimum un instrument précieux pour l'accomplissement des volontés anglo-américaines en Europe. Cette révélation fut faite à l'origine par le journal londonien Daily Telegraph du 19 septembre 2000 et elle fut reprise par divers historiens politiques dont François Asselineau dans sa conférence intitulée « Qui gouverne la France ?» et que l'on peut facilement retrouver sur Internet. On sera également édifié par la lecture de l'article intitulé « Quand la CIA finançait la construction européenne » de Rémi Coffer. Quand nous parlons de l'invasion de l'anglais dans la langue française, les ramifications des réflexions et des observations que nous pouvons faire nous amènent fort loin, comme nous l'avons vu, puisque ce processus nous amène à une véritable colonisation spirituelle qui entraîne, entre autres, un mimétisme compulsif, un appauvrissement de la créativité et un appauvrissement tout court en termes de simple pouvoir d'achat. Dans le cas de la publication scientifique, nous avons vu que la publication en anglais entraîne un pillage systématique de toute découverte significative faite par les peuples non anglophones. Mais dans l'état actuel de sidération des peuples non anglo-saxons, nous avons également vu que la publication scientifique dans des langues autres que l'anglais peut ralentir de manière significative la diffusion de l'information scientifique et de la progression des connaissances. Il est important de garder en mémoire que les scientifiques sont censés obéir à quelques règles déontologiques comme l'interdiction de la double publication de la même information, comme cela pourrait être le cas si deux langues de publication étaient utilisées pour le même article, l'un étant simplement la traduction de l'autre dans deux revues de langues différentes. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les Japonais ont résolu ce problème en publiant systématiquement en japonais dans des journaux scientifiques japonais, tout travail de fond pouvant apporter des solutions originales à des problèmes industriels et à l'émergence d'innovations importantes. Les travaux de second ordre sont, eux, systématiquement publiés en anglais. Nous avons vu, dans le cas du Japon et de la Russie, des cellules de veille ont été mises en place par les pays occidentaux qui épluchent, traduisent et analysent de manière systématique la littérature scientifique publiée en japonais et en russe. Comme je l'avais déjà expliqué, cela introduit un délai qui interdit le pillage systématique des recherches faites par les peuples non anglo-saxons qui publient en anglais au profit des États-Unis principalement. Cette production naturelle, constituée par la langue maternelle des chercheurs et par la langue officielle des États qui les financent, doit donc être administrée au cas par cas en fonction des résultats obtenus et des perspectives économiques qu'ils permettent d'envisager.
Des études ont été faites principalement à l'Université de Genève sur l'économie des langues, c'est-à-dire sur les bénéfices tangibles et intangibles de l'apprentissage des langues étrangères dans l'ensemble des secteurs professionnels des nations développées et pour calculer les rapports bénéfices sur coût des efforts accomplis par rapport aux résultats. Si à titre personnel l'acquisition d'une langue étrangère est toujours un enrichissement, il peut en aller tout autrement dans le cadre d'une acquisition linguistique faite sous contrainte dans des buts professionnels mal identifiés. Dans le cas de l'anglais, le débat est souvent faussé sous prétexte que l'anglais serait une langue très facile à apprendre et maîtriser. Or, tout savoir-faire est facile seulement après qu'on en a fait l'acquisition. Skier est facile uniquement quand on sait déjà skier. Conduire une grosse moto est facile quand on sait déjà le faire. Piloter un avion est facile quand on a déjà un brevet de pilote. Parler le chinois ou le japonais est facile quand on connaît déjà l'une ou l'autre de ces langues. Pour notre élite anglomaniaque, le français serait difficile à maîtriser pour ceux qui ne sont pas déjà francophones. Existe-t-il une langue facile à apprendre et maîtriser rapidement hors de la famille des langues indo-européennes? Nos élites se sont-elles frottées aux Chinois, aux Vietnamiens, aux Hongrois, aux Finnois? Même à l'intérieur de la famille indo-européenne, se sont-elles frottées à l'Islandais, aux Russes ou aux Polonais? Aussi, l'anglais semble apporter la solution par une prétendue facilité que nous allons donc examiner de plus près. Depuis l'invasion de la Grande-Bretagne par Guillaume le Conquérant en 1066, la langue anglaise est de nature hybride, dont l'origine est germanique, mais son lexique a été considérablement latinisé et sa syntaxe d'origine a été simplifiée au point que d'innombrables expressions idiomatiques ont dû être créées pour remplacer ce qu'elles n'étaient plus en mesure d'exprimer par une grammaire et des règles syntaxiques insuffisantes. Ainsi, s'il est facile d'apprendre des rudiments d'anglais, cette langue ne se maîtrise vraiment qu'après plusieurs années de vie en pays authentiquement anglophone, puisque les expressions idiomatiques ne peuvent être vraiment apprises que dans ce contexte. L'anglais est donc la langue la plus facile à mal parler, et cela se vérifie dans presque tous les pays du monde où l'anglais est largement utilisé avec les étrangers qui ne connaissent pas la langue du pays. Philip Seymour de l'université Dundee l'a encore confirmé récemment et a remarqué que les élèves de langue latine tels que l'italien ou le français progressent plus rapidement que ceux qui étudient l'anglais. Le linguiste américain Edward Sapir a été sans doute l'un des premiers à démonter le mythe que l'anglais pourrait présenter les caractéristiques d'une grande langue internationale sui generis avant que les anglophones la déclarent de facto comme telle pour conforter l'hégémonie qu'ils cherchent à imposer au reste du monde. Du point de vue de la simplicité, de la régularité, de la logique, de la richesse et du pouvoir créateur, il écrit, je cite, « En ce qui concerne la simplicité, il est exact que la structure formelle de l'anglais n'est pas aussi complexe que celle de l'allemand ou du latin par exemple, mais cette constatation n'épuise pas le problème. Un débutant en anglais trouve cette langue facile parce qu'il n'a pas beaucoup de paradigmes à apprendre, mais il constate bientôt, à ses dépens, que cette impression de facilité est illusoire et qu'en fait, l'absence même de signaux grammaticaux explicites est pour lui une source continuelle de difficultés. À titre d'exemple, une des particularités souvent invoquées pour mettre en évidence la soi-disant simplicité de l'anglais est le fait qu'un même mot peut être utilisé à la fois comme nom et comme verbe. Ainsi est le mot cat, qui est un nom dans a cat of meat, par exemple, une tranche de viande, et un verbe dans to cut the meat, couper la viande. Même chose pour les mots kick ou ride. Toutefois, un examen un peu plus approfondi nous révèle que cette facilité est un mirage.
Tout d'abord, dans quel sens et quel contexte un verbe peut-il être utilisé comme un nom? Comme un nom commun, j'entends. Dans le cas de take a ride ou give a kick, le nom indique l'acte lui-même. Mais dans le cas de to have a cut on the head, c'est-à-dire avoir une blessure à la tête, le nom n'indique plus l'acte lui-même, mais le résultat de l'acte. Dans ce dernier cas, un couteau ou tout autre objet a coupé la peau du sujet, et le nom cut se rapporte à la blessure ainsi produite. Dans a cut of meat, il désigne la portion de viande qui a été détachée par l'acte de découpage. Quiconque prend la peine d'examiner ces exemples avec soin s'apercevra que derrière une simplicité apparente se dissimule une foule de règles d'usage bizarres et arbitraires. Ces difficultés échappent bien évidemment aux anglophones, mais elles déconcertent un étranger dont la langue maternelle possède des structures totalement différentes. Malheureusement, la règle qui nous permet d'utiliser un verbe comme nom et un nom comme verbe ne s'applique pas dans tous les cas. Tant s'en faut. Par exemple, to give a person a push or a shove, bousculer quelqu'un, est permise, mais il n'est pas permis de dire to give a person a move, c'est-à-dire déplacer quelqu'un. Ou de dire, il n'est pas permis non plus de dire give a person a drop, pour faire tomber quelqu'un. On peut dire give someone help, aider quelqu'un. Mais on ne peut pas dire give someone obey, obéir à quelqu'un. La forme correcte étant give someone obedience. On ne peut donc formuler de règles qui préciseraient sous quelles conditions on peut utiliser un verbe comme un nom et quelle signification serait ainsi associée à un tel usage. Très souvent, il est impossible d'utiliser sous forme de nom un verbe donné. Tandis que le nom dérivé de help est help, celui dérivé de obey est obedience, celui dérivé de grow est growth, celui dérivé de drown est drowning. Il faut encore ajouter, ce qui complique encore la situation, qu'un mot comme drowning ne correspond pas seulement à des mots comme help et growth, mais aussi à des mots comme helping, qui veut dire aider, et growing, croissance, qui se réfère à la croissance. Réussir à démêler ce tissu de relations afin d'être capable de manier la langue avec une certaine assurance n'est pas une chose facile. Sapir, continuant sur ce thème, explique qu'apprendre à se servir de verbes tels que put et get est extrêmement difficile. Par exemple, to put at rest exprime une relation de causalité et équivaut à peu près à une expression comme faire en sorte que quelqu'un ou quelque chose se repose ou s'immobilise. Alors que to put it at a great distance, le mettre au loin, ne présente pas d'analogie conceptuelle mais seulement formelle. De même, to put out of danger, mettre hors de danger, présente une analogie formelle avec to put out of school, enlever de l'école. Mais cette analogie est fallacieuse, à moins qu'on ne définisse l'école comme une forme de danger. On ne peut même pas définir put comme une sorte d'opérateur à valeur causative, car il ne remplit pas cette fonction dans toutes les constructions où il figure. Dans The Ship Put to Sea, le navire prit le large. Aucune relation de causalité ne se trouve impliquée. Pourquoi dit-on East Africa, mais Eastern Europe? Pourquoi peut-on dire I ski ou I bicycle, mais pas I car? Même parfaitement formées, certaines constructions demeurent ambiguës. L'usage de nom comme adjectif, sans préposition, cause des problèmes énormes de relations entre les mots. Dans World Trade Center, World s'applique-t-il à trade ou à center? Quelle relation existe-t-il entre ces mots? Rien d'autre que le bon sens n'indique. Or, présumer du bon sens est intolérable dans un texte technique, un traité ou un texte de loi, puisqu'il laisse place aux interprétations les plus diverses. D'autre part, l'anglais, sur le plan lexical, élargit le champ sémantique, alors qu'un texte scientifique ou technique tend naturellement à le réduire.
Par exemple, le mot design, qui est très à la mode chez les francophones anglomaniaques, a un champ sémantique beaucoup plus large et par conséquent beaucoup plus imprécis que ses homologues français qui sont, suivant les cas, dessin, intention, projet, visée, esthétique, conception, élaboration, création, construction, étude, plan, projection, préparation, etc., etc. Même chose pour le mot kit, qui correspond, suivant les cas, à un jeu, c'est-à-dire un jeu de pièces par exemple, une trousse de secours par exemple, un nécessaire à ou un ensemble de. On ne se rend pas compte que le mot manager, qui est très à la mode en français auprès des imbéciles ignorants, signifie, suivant le contexte, gérant, directeur, surveillant ou même propriétaire, et que le verbe to manage a un champ sémantique encore plus vaste, qui, là encore, suivant le contexte, peut ajouter non seulement, peut signifier non seulement gérer et diriger, mais encore faire, se débrouiller ou savoir s'y prendre. La prolifération de ce type de termes dans les écrits techniques a franchi le rédacteur d'une obligation de précision, ce qui présente un net inconvénient dans la communication scientifique et technique. D'autre part, l'anglais écrit n'est absolument pas phonétique, et cela à tel point que George Bernard Shaw a mené campagne pour réformer l'alphabet anglais, un système si illogique et inadapté, disait-il, que l'on pourrait aisément épeler le mot fish Gotti. En effet, F est l'équivalent à GH dans tough, I est équivalent à O dans women, et SH est phonétiquement la même chose que TI dans nation. Shaw fournit également d'autres exemples. No pourrait remplacer minute, et no streich le mot mistake. Sapir conclut que l'anglais n'a rien de plus simple qu'une autre langue. Un anglophone aura naturellement tendance à cacher ses difficultés dans la catégorie expression idiomatique. Puisque cette langue est incapable de fournir des règles claires relativement à l'emploi des verbes comme nom ou la façon d'utiliser des verbes apparemment aussi simples que put, on ne voit pas comment celui qui apprend l'anglais peut tirer avantage de cette caractéristique toute négative. Sapir écrit, je cite, « L'étudiant d'anglais aura l'impression de payer bien cher en hésitation et en incertitude une simplicité de surface et en fin de compte, l'anglais lui paraîtra plus difficile qu'une langue qui demande l'application de règles nombreuses mais dépourvues d'ambiguïté. » Évidemment, l'observation confirme pleinement les propos de Sapir. L'anglais demande en effet, plus que toute autre langue, un apprentissage sur le tas, c'est-à-dire en milieu anglophone natif. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'anglais parlé par ceux dont il n'est pas la langue maternelle, qui n'ont pas eu la possibilité de faire de longs séjours dans un pays de langue anglaise, est généralement très mal maîtrisé. En dépit de centaines d'heures d'apprentissage qu'ils ont consacrées à son étude, en Extrême-Orient, dans de nombreuses parties de l'Europe continentale, mais pas toutes, en Amérique du Sud et en Afrique, le niveau moyen en anglais des gens ayant étudié cette langue est souvent lamentable. Il s'agit souvent d'une véritable bouillie de langage, une sorte de sabir réduit à un rôle purement utilitaire, déconnecté de toute culture anglophone authentique. On est donc en mesure d'affirmer que la large diffusion à l'échelle planétaire d'un sabir rudimentaire et non structuré, basé sur l'anglais, justifié par la fausse impression qu'il s'agit d'une langue facile, équipée d'une grammaire minimale, a abouti à un appauvrissement considérable de la qualité de la communication à l'échelle internationale en général et encore plus peut-être de la communication scientifique. Cette dégénérescence de plus en plus marquée de la communication dans ce qui est encore, pour de nombreux observateurs, une grande langue de civilisation, fait qu'elle apparaît de plus en plus comme un sabir à l'usage des populations défavorisées sur le plan intellectuel.
Je continuerai sur ce thème le mois prochain. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'y mettre un pouce bleu, de la signaler à vos amis, aux membres de votre famille et à vos collègues de travail. Abonnez-vous à Impératif Français. Pensez faire une donation à cette organisation qui travaille dans l'intérêt des Québécois et des francophones en général et qui défend votre identité. Bonne fin de journée à tous.